Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On espère que vous êtes en forme. En tout cas, Kulsum Lé, il n'arrête pas de se bidonner depuis tout à l'heure alors que l'émission vient d'à peine commencer. On espère vraiment que ça se passe bien et que malgré le déconfinement dans le temps, vous prenez le temps d'apprécier les choses et vous commencez à lâcher un petit peu du lest. On va nous parler de livres, on va tourner les pages avec Kulsum Lelibou, c'est dans Cosmo Réunionnais. On va tout de suite demander à Kulsum Lelibou son avis. voilà son avis. Alors, Kulsum Lelibou reçoit ce soir. Alors, Mélissa, qui est une lectrice, une jeune qui lit, qui lit beaucoup, par moment, c'est ça ? C'est par période, voilà. Par période. Et aujourd'hui, elle nous arrive avec une lecture. Alors, je vais juste commencer. Qu'est-ce qui explique la passion de la lecture ? Qu'est-ce qui a amené Mélissa à aimer le livre ? Je pense... Ça a commencé par les contes, Quel âge ? Alors, très naïvement, c'est que ma maman, quand elle me mettait au lit, elle me lisait une histoire. Et je pense aussi qu'on fait partie... voilà, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je fais partie d'une génération qui n'avait pas encore les téléphones, tout ça. Même si on a pu avoir les jeux vidéo en grandissant plus tardivement. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les photos dans ma chambre, j'avais des poupées. Enfin, je jouais pas avec les poupées, mais j'avais des poupées. Ah non, même aujourd'hui. Et des livres. Aujourd'hui, je vous assure, il y a des gens qui ont 30-40 ans qui jouent à la poupée. Oui, c'est pas un problème. Non, mais moi, personnellement, je jouais pas à la poupée. Et... Je jouais avec mes petits-enfants à la poupée. Voilà. Moi, je croyais que c'était les petits-enfants qui jouaient avec toi à la poupée. Alors, tu vois, ça change aussi. Donc oui, donc je pense d'avoir eu ces moments d'enfance où je me perdais vraiment dans les livres. Quand on écoute des gens dire ça à la télé ou à la radio, on se dit c'est pas que c'est pas possible, mais l'enchantement aujourd'hui, il a du mal à refaire surface. Mais moi, j'ai eu ces enchantements-là en lisant des livres plus jeunes, et c'est des moments que, des fois, dans ma vie d'aujourd'hui, j'aime retrouver et que je cherche aussi à comprendre autrement la vie. Vous aviez vos héros, vos héroïnes à l'époque ? Pas du tout. Pas du tout. Je lisais comme ça. Oui, voilà. D'accord, okay. Sans chercher, comprendre. Je lisais juste un livre. Si ça me plaît, je continue. Si ça me plaît pas, à l'époque, je reposais. Aujourd'hui, même quand un livre me plaît pas, j'essaie de... Si je le finis pas, peut-être dans 1 ou 2 ans, je reprends le livre et je le finis. Parce qu'on apprend toujours de... Et quels sont les auteurs que vous aimez aujourd'hui ? J'ai récemment, donc il y a quelques années, vraiment repris la lecture avec 2 autrices, Ursula Le Guin et Toni Morrison. Et donc Ursula Le Guin de l'autre côté du rêve, et donc science-fiction, spéculation, donc vraiment des univers, un univers qui m'a beaucoup plu et Toni Morrison, donc c'est une autrice noire américaine. Donc là, c'était jazz. C'est une histoire beaucoup plus dure, beaucoup plus... Et une écriture aussi heurtée. Oui. Heurtée, qui représente un peu... Ouais. Et qui, sans concession. Donc c'était vraiment voilà. J'ai repris la lecture avec ça. D'accord. Quels sont vos derniers ouvrages que vous avez lus ? Alors, j'ai fini Les Amants du Spoutnik de Haruki Murakami. C'est pas mon auteur préféré, mais je reviens souvent à ces livres parce qu'en fait, sa manière d'écrire, elle est très froide, très succincte, c'est très... j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'attachement avec les mots comme certains auteurs peuvent l'avoir, ou certaines autrices peuvent l'avoir, mais c'est faux, il est attaché aux mots, mais dans sa manière de le transmettre, c'est pas chirurgical, mais voilà, on pourrait dire ça. Ce qui me surprend aujourd'hui, quand on regarde ce genre de livre, je prends toujours la référence de L'étranger d'Albert Camus. Mm-hmm. Camus parle du détachement, d'accord ? Mais c'était autour d'un individu. Aujourd'hui, les livres sont totalement... On a l'impression que l'auteur est totalement... détache ses héros carrément de l'environnement.
Dans quel sens? Dans le sens où l'émotion est moindre, où il y a pratiquement pas d'émotion. Il y a même des fois pas de personnage. Oui, il y a des livres, le personnage principal, on est dans une action, mais on ne sait à peu près rien sur le personnage. On est tout le temps dans l'action, les Sarraute et tout ça. Nathalie Sarraute, quand elle écrit, c'est un peu de ça. On a du mal à saisir cette émotion que nous, on a l'habitude, dans Albert Camus, avec ce personnage qu'on va suivre, qu'on va le suivre, et puis on va avoir ses pensées, quoi. Et même si on regarde les différents... Je reste sur des ouvrages qu'on donne aux jeunes en milieu scolaire. Parce que ça... C'est ça qui... Moi, je donne ça. Gargantua. Et effectivement, mais c'est vrai aussi dans les ouvrages, que ce soit Andromaque, que ce soit le Cid. Le Cid, c'est classique, là, oui. On voit que dans ces classiques, pareil, un positionnement par rapport à des valeurs ou à des vertus. Tandis que là-dedans, je ne crois pas qu'il s'agit de valeurs et de vertus. Alors, je pourrais pas m'exprimer sur son œuvre en entière, mais c'est vrai qu'il a des personnages très sur eux-mêmes, très. Celui-là de personnage, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y en a deux. Donc, dans Les Amants du Spoutnik, c'est un peu un espèce de triangle amoureux de trois personnes qui se trouvent toujours à côté de la personne. Enfin, c'est un triangle amoureux classique, mais à la sauce Murakami. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, Spoutnik, ça place quand même le contexte bien haut, ou de manière très particulière. Oui. D'ailleurs, le livre commence comme ça. En fait, c'est la définition la définition, oui, c'est Spoutnik. Le 4 octobre 1957, l'Union soviétique lançait depuis le centre spatial de Baïkonour, dans la République du Kazakhstan, le premier satellite artificiel au monde, Spoutnik 1, mesurant 58 cm de diamètre et pesant 83,6 kg. Et après, il arrive sur une anecdote où, en fait, Spoutnik 2... ils ont mis une chaîne à l'intérieur de cet engin et en gros, on s'imagine bien que cet être vivant n'a pas pu être récupéré du satellite et a dû parcourir l'espace comme ça dans une solitude immense. Qui arrive d'ailleurs, d'un ailleurs qu'on ne connaît qu'à la fin, j'imagine, ou pas. Ouais. Parce que oui, avec lui, on ne sait jamais. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, dans ce livre-là, j'ai pas eu de... Comment dire? En tout cas, moi, j'ai lu vraiment de type roman de lui. J'ai lu Les Amants du Spoutnik et Kafka sur le rivage. Ouais. Et dans ces deux livres, il n'y a pas eu de... On est habitué, on nous présente une histoire, des personnages, une intrigue, résolution de l'intrigue. Oui, la trame narrative. La trame narrative classique. Oui. Et Murakami, c'est vrai que, en tout cas, il va pas se donner comme mission de résoudre les intrigues qu'il a forcément posées. Il laisse ce choix au lecteur. Je dirais pas qu'il laisse le choix au lecteur, mais on n'a pas le choix de toute façon quand on finit le livre sur un non-lieu, je vais dire. Donc, c'est à la fois frustrant et en même temps, je continue à lire ces livres. Et c'est frustrant, mais ça laisse ouvert des portes sur des hypothèses. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je me doute bien de ce qui s'est passé, c'est juste qu'il ne va pas nous le raconter et parfois tant mieux aussi. D'accord. Voilà. mais malgré tout, cette frénésie de lecture que peut avoir Mélissa à un moment ou à un autre, est-ce qu'il y a une quête particulière? Est-ce qu'il y a une envie particulière? Ou est-ce que c'est vraiment essayer d'appréhender, j'allais dire, un milieu littéraire? Je pense que c'est appréhender le milieu littéraire, oui. D'accord. Parce que par rapport à ça, je voulais dire, les auteurs asiatiques, surtout japonais, apporte un concept de lecture qui est totalement différent. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis contente qu'elle le présente, parce que moi, j'ai du mal
à lire et à rentrer dans leur dans ce type de lecture. Hein. C'est l'absence d'émotion et de sentiments. J'ai du mal. J'ai du mal. Bon, j'essaye parce que je me dis, en tant que lectrice, il faut quand même de temps en temps sortir de sa zone de confort. Ouais, mais après, par exemple, il y a Murakami, c'est un japonais, mais il y a d'autres lectures du coup de la diaspora asiatique que je lis. Par exemple, Liu Cixin, lui qui sera vraiment dans de la science-fiction SF hard. Et ce SF hard, expliquez-nous. Alors, science-fiction, hard, ça veut dire de la grosse science-fiction, c'est pas de la fantasy, c'est vraiment avec l'explication de calcul, de machine, de comment fonctionnent les choses, donc on passe pas outre. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans les livres, moi c'est la poésie ou la réflexion qu'on va être amené à avoir sur nos comportements, notre société, donc ces choses-là. Et lui, Liu Cixin, dans sa manière de décrire certains passages de ses livres, c'est très émotif, il parle vraiment du ressenti de ses personnages, de leur situation, comment dire, c'est très différent et je crois, si je me trompe pas, Shitai Wei aussi, qui est un autre livre que j'ai lu avec Membrane, là aussi c'est de la science-fiction. On est dans un personnage aussi qui passe beaucoup de temps à savoir ce qu'elle ressent, comment elle le ressent, pourquoi elle le ressent. Et donc voilà, ça dépend, ça varie des auteurs, mais c'est vrai que Murakami, il a une manière de mettre un papier de glace sur ses univers et ses personnages qui fait que ça peut être des lectures éprouvantes pour les personnes qui sont pas habituées à cet univers-là. Voilà. C'est sûr. Bon, on va enchaîner sur mon coup de cœur. Alors, Amour et désamour d'Isabelle Rimbaud. Isabelle Rimbaud, c'est cette Nantaise qui a vécu, qui grandit à Nantes. Et puis après, elle part dans le Jura. Et puis elle découvre l'Espagne et elle devient professeure d'espagnol. Et puis elle vient habiter à l'île de la Réunion. Et donc elle écrit ce recueil de poèmes qui date à peu près de 2001 et qui va jusqu'en 2020. Et dans ce recueil de poèmes, elle parle de l'intimité de l'être, son intime. Et il y a un côté universel à cette intimité qu'elle décrit, parce qu'on va avoir... elle parle d'amour, mais d'amour avec un grand A, des sentiments quand on est amoureux, et elle le relate super bien, c'est vraiment un pur délice. Et après, le désamour aussi, elle parle quand on se fait quitter, de les séparations, elle parle de ces moments où, on a la solitude. Alors, il y a une image qui m'est restée là, où quand elle raconte un coucher de soleil, où à l'île de la Réunion, elle regarde le coucher de soleil, et elle se dit, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un à côté de moi qui me caresse. Enfin, bon, bref. Il y a dans ce que vient de dire Koussoum Leibou, il y a aussi le fait qu'elle est dans l'ouest de la France, elle est à Nantes. Oui. Donc elle a quitté pour aller à un endroit plus chaleureux. Jura, voilà. Plus chaleureux. Et on voit bien aussi la quête d'un individu, de cet individu en recherche de chaleur. De chaleur, oui. Et on sent. Et quand elle arrive à La Réunion et quand elle voit le soleil, c'est ça le paradoxe à chaque fois. Il nous manque toujours quelque chose. Oui. À un moment ou à un autre pour donner de la valeur à l'environnement ou à l'individu. Oui. Mais on n'arrive pas à résoudre cette équation. Et dans le fil de ce recueil, c'est toujours le besoin d'aimer. On sent cette force d'aimer. On a besoin d'aimer, que l'homme a besoin d'aimer et de se sentir aimé et de s'aimer. Et donc là, elle pose ça comme ça. Parce que dans cette, j'allais dire un petit peu l'inconnu de l'équation à ce moment-là, c'est de dire j'existe, tout simplement. Oui, j'existe. Et puis, on a l'impression qu'elle parle de nous. On oublie que c'est elle qu'on a derrière, une poétesse qui a écrit quelque chose, on l'oublie carrément. Et on se dit, elle parle pour nous. On retrouve nos sentiments. Enfin, moi, en tout cas, j'ai retrouvé un peu mes sentiments. C'est pour ça que quand un auteur utilise le jeu dans un livre, quand on lit le jeu, on s'identifie facilement, ce qui est un paradoxe parfois. Ouais. Et puis, elle utilise aussi un peu à la manière d'Apollinaire, elle ne met pas de ponctuation. Donc, il n'y a aucune ponctuation, ça va jusqu'à la fin, et ensuite, c'est à nous, c'est au lecteur, à la lectrice, de se dire, de continuer le fil de ses pensées, de son intimité, et tant c'est vraiment pure merveille. Alors, j'ai sélectionné, pour vous dire un petit, à la page 41, ma place. Je tâtonne, j'avance, je recule.
par peur du ridicule. Je la cherche, je l'espère, je la rêve. Puis un jour, je stoppe l'autosabotage, je cesse le mirage, je la crée, ma place. Voilà. Hein? J'adore je stoppe l'autosabotage. Oui, ça c'est effectivement, c'est quelque chose de particulier. Et lorsqu'on parle de psychologie, l'autosabotage, c'est quelque chose que chaque individu provoque à un moment ou à un autre chez lui. Parce que, comme il n'a pas envie de faire l'effort, ou comme il n'a pas envie d'affronter les efforts que ça demande, surtout en soi, l'individu s'auto-sabote. C'est-à-dire qu'au lieu, il va trouver toujours une bonne raison pour ne pas faire la chose. Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, ah ben alors ça c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai qu'à un moment, il faut se dire, stop. Et se donner un grand coup de pied au derrière. Voilà. et puis, c'est comme l'espoir de trouver sa place dans cette société, sa place dans sa famille, sa place dans l'amour. Sa place déjà dans son petit environnement. Parce que déjà, je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments, même chez soi, on n'est pas, surtout avec ce contexte... On se sent des fois pas à sa place. Avec ce contexte sanitaire, on a envie de fuir Exactement. chez soi, parce qu'à un moment donné, ça devient désagréable. Ouais. Ouais. Et là, je suis un mot assez posé d'ailleurs. Désagréable. Parce que là, franchement, quand à un moment là où elle parle de désamour, où voilà, c'est au moment où le couple, rien ne va plus, tout se sépare et tout, et qu'à un moment il faut prendre la décision, il faut se dire, il faut que je parte, et j'ai besoin de respirer et tout. Et donc on sent cette écriture là, et franchement c'est très beau. Hein. Merci à Isabelle Rimbaud de ce moment, vraiment un vrai coup de cœur pour moi. Et ce genre d'écriture, ça vous parle ou pas? Oui, bien sûr. Après, moi, en ce moment, je cherche des thématiques précises, mais il n'y a pas de... Enfin... Non, peut-être parce que les jeunes, ils préfèrent peut-être lire autre chose que la poésie. Est-ce que vous... Non, je pense que la question qu'elle pose quand elle parle de sa place, je pense que ça peut parler à toutes les générations. Oui. Parce que chacun cherche sa place. Ah bah évidemment, on cherche, oui. Et quand j'ai ce midi, que des fois en rentrant à la maison, on se demande si on y est vraiment à sa place, eh ben oui, il y a des moments comme ça qui sont de plus en plus nombreux, hein, qui arrivent dans le cours d'une vie, hein, voilà. Alors, Mélissa, le deuxième. Du coup, Murakami. Hein. Et il nous reste 3 minutes. Hein. Oui. Alors, on va pas trop traîner cette fois-ci. Non, mais c'est très simple parce que c'est vraiment... autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Et donc là, c'est juste lui en tant qu'auteur et qui parle de sa pratique du sport qu'il pratique, donc la course. Et j'avais trouvé ça intéressant et ça va bien avec son personnage aussi de pratiquer un sport individuel en fait. Et voilà, c'est intéressant. C'est pas un livre c'est assez ennuyeux. C'est pas un livre où vous allez frénétiquement tourner les pages, mais il se lit vraiment. Enfin, moi, je l'ai lu parce que des fois, pour reprendre la lecture, et quelque chose de simple. On n'a pas à se plonger dans des univers trop compliqués, à retenir trop de noms de personnages. Là, on ouvre le livre, on sait que c'est l'auteur qui va dire aujourd'hui, le soleil fait beau, j'ai mangé ceci, j'ai mangé cela, j'ai transpiré, il a fait chaud. Et après, bien sûr, il divague, il va parler de sa pratique de l'écriture, de ses auteurs préférés, de sa musique, de ce que c'est un grand auteur, une grande écrivaine. Et c'est toujours intéressant, mais c'est un peu comme avoir une musique de fond, en fait. Donc, un livre de fond. Voilà. Mais moi, j'ai pensé, en voyant la couverture et puis en lisant un petit peu les quatrièmes de couverture sur ce livre, je pensais à ces Japonais qui nous arrivaient pour le Grand Raid. On avait des équipes japonais ici qui viennent courir, qui viennent faire... et j'ai vu des petites similitudes, leur façon d'être, leur façon de faire de ces équipes. D'ailleurs, j'espère que le Grand Raid se fera et qu'en octobre, on verra d'autres équipes. Normalement, c'est bien parti de coureurs. C'est bien parti. J'espère. Voilà. On arrive dans une minute à la fin de cet échange, juste pour voir dans quelle évolution de lecture se situe Mélissa aujourd'hui. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'elle a envie de lire plus tard?
Ben là, j'ai acheté beaucoup de livres. Donc, C'est-à-dire un ou deux alors, titres. j'ai acheté Octavia Butler. Mhm. Voilà, je sais pas si tu connais Kulsum. Non, je n'ai pas encore lu. Alors, c'est une grande. Ça fait pas partie d'un peu de ce De que toute façon, je vous propose de revenir lorsque vous l'aurez lu, venir nous le Pourquoi présenter. pas? D'accord. Voilà. Et même d'autres lectures que vous avez, quand vous avez envie, voyez avec Kulsum. Ok. Et bah, Et venez présenter le livre. Je Oui. pense que ce sera pour nous de découvrir avec vous, à travers Mélissa, autre chose. vous, autre chose que nous avons connu déjà maintenant. très bien. D'accord. Ok. Merci De Mélissa, rien. merci Kulsum. Kulsum va Merci. rester puisqu'on va accueillir deux autres de ses invités dans un instant. Pour l'heure, je vous propose de faire une pause. Je vous retrouve juste après. Comment vous est arrivé ce lien particulier avec la Vierge Marie? En fait, ce lien, je ne l'ai pas choisi. Voilà, tout simplement, je crois que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et son appel non plus. Je suis allé à Medjugorje suite à la maladie d'un de mes proches et je suis revenu avec un autre esprit, avec une autre façon. Je n'ai jamais vu quelque chose d'extraordinaire à la façon humaine, mais j'ai ressenti dans mon cœur une grande chose, une grande joie. Et lorsqu'on m'interroge et on me dit qu'est-ce que Dieu a apporté dans ta vie, et j'ai toujours cette même réponse, je dis Dieu a transformé mes jours ordinaires en jours extraordinaires. D'abord, à Medjugorje, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion extraordinaire? Medjugorje est une terre bénie. À Medjugorje, lorsqu'on y pose le pied, on se sent tout chose, on se sent déjà bien, on se sent comme si que, c'était notre maison. Et les choses s'installent dans notre cœur à notre insu. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de Medjugorje sont d'accord avec moi, avec peut-être des mots différents. Mais ils sont d'accord avec moi pour dire qu'à Medjugorje, chacun vit des choses d'une façon extraordinaire. Et le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un là où c'est sensible, là où il est beaucoup plus réceptif. À partir du moment où vous avez été touché, vous avez ressenti, qu'est-ce qui s'est déclenché en vous? Quelles sont les émotions qui se sont inscrites en vous, que vous avez ressenties tout au long de votre séjour à Medjugorje? Alors c'est juste, quand je suis parti de là-bas, c'est juste que je voulais tellement partager mon expérience. Or, ce sont des choses qu'on ne peut pas partager. Une émotion, surtout lorsqu'elle est spirituelle, on ne peut pas le partager. Mais j'avais tellement envie que d'autres personnes voient ou vivent ce que j'ai vécu, que dès que je suis arrivé ici, je n'ai qu'un seul désir, c'est de rassembler des personnes, de leur dire, écoutez, venez voir par vous-même. Et j'ai ramené des personnes improbablement qui ne seraient jamais parties en pèlerinage. Et voilà, quelques personnes, 2 ou 3 ou 4, et tous les ans j'y allais, jusqu'au moment où j'en fais plus qu'un seul, j'en fais 2 par an, et c'est plus 10 personnes, c'est 50 personnes à chaque fois. D'après ce que vous dites, aujourd'hui, il y a en vous un besoin qu'on ne peut pas décrire, indescriptible, indicible, de vous retrouver à Medjugorje régulièrement. Comment vous expliquez ça? Oui, régulièrement, parce que je crois que Dieu a inscrit dans notre cœur, dans mon cœur, à moi en tout cas, quelque chose, une sorte de... comment on pourrait appeler ça? C'est une sorte de nostalgie du lieu. Nostalgie est peut-être le mot, où on se sent bien et puis on est toujours... Alors moi, dans ma position d'accompagnateur, évidemment c'est différent parce que j'ai toute la logistique à mettre en place et le bien-être des autres à aussi accompagner, mais je pense que ça aussi c'est une mission que le Seigneur m'a donnée parce que par nature je ne suis pas comme ça. Par nature
je ne suis pas du tout de nature à être en avant et voilà. On parle de Medjugorje, mais je crois qu'il faut aussi mettre un visage, un nom, la Vierge Marie. C'est elle ou c'est Jésus que vous avez rencontré à Medjugorje? En fait, les deux sont indissociables parce que Marie ne parle jamais en son propre nom. Elle parle au nom de son Fils. Voilà. Elle parle au nom de son Fils. Elle dit qu'il faut aller à Jésus. La Vierge Marie n'est rien sans Jésus. Voilà, il faut bien l'avoir compris. Et tous les messages de Marie à Medjugorje nous mènent à Jésus. Comment, aujourd'hui, Joseph Técher fait un petit peu cette mission de dire aux Réunionnais, qu'il rencontre, qu'il faut aller vers Jésus? Ben, je pense qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Dans mon préambule, tout à l'heure, j'ai dit que l'amour ne se dit pas, il se vit. Et donner envie à quelqu'un de pèleriner ou de faire dessus le chemin qu'on suit, et surtout un état d'être qui donne à l'autre envie de le faire ou pas envie de le dire, ça ne sert pas à grand chose parce que la parole n'est pas grand chose s'il n'y a pas derrière le moteur et tout ce qui remplit la parole. La puissance de l'émotion, de l'amour, de la tendresse, etc. La puissance de l'amour, de l'émotion, de la tendresse, ouais. C'est ce qu'a apporté Monseigneur Aubry en étant aujourd'hui lors de cet échange ici à la Bretagne avec vous. C'est sûr. La présence de Monseigneur a été improbable parce que je ne connaissais pas Monseigneur, parce que les raisons pour lesquelles il a dû venir ne me semblaient pas impérieuses, voilà, tout simplement. Et il est venu, et ça a été une grande bénédiction pour nous, parce qu'il nous a montré une facette de Monseigneur que nous ne connaissions pas. Nous, on connaît Monseigneur, le pasteur des chrétiens, dans sa fonction d'église, mais on ne connaît pas le Monseigneur dans sa fonction d'être ce poète. Qui vit très intensément sa poésie et voilà, il est passionné de poésie, Monseigneur. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'il est venu chez nous cet après-midi. La présence de Monseigneur Aubry chez vous, la construction d'un mausolée en quelques mois dans votre cour, qu'est-ce que Joseph Técher essaye d'inscrire dans sa vie, dans sa cour, dans sa maison, dans son cœur? Qu'est-ce qu'il essaye de dire à lui-même et aux autres? Rien. Je pense que je n'essaye pas de me dire quelque chose. Je vis l'instant présent. Et l'instant présent me commande de vivre intensément le moment que le Seigneur nous donne. Par exemple, là, situation sanitaire que nous vivons, je le vis très mal parce que je le vis très mal tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on nous vole quelque chose et qu'on nous vole notre présent, notre moment. Et c'est douloureux parce que je n'envisage pas de vivre sans relation, sans pouvoir aimer et montrer aux autres qu'on les aime, sans pouvoir partager. Voilà, tout simplement, c'est pas vivre. C'est pas vivre, ça. Qu'est-ce que Joseph Técher a encore à accomplir sur cette terre avant de rejoindre Dieu? Il ne m'appartient pas de le définir. Il ne m'appartient pas à moi de répondre à ce que j'aurai à faire. Je ferai tout ce que j'aurai à faire si Dieu me donne encore la possibilité de faire des choses. Voilà, j'ai 81 ans et je peux encore faire pas mal de choses. Mais il aurait pu s'agir que je ne puisse pas le faire, que je sois malade ou que je n'ai pas la force, la capacité de le faire. Voilà, il ne m'appartient pas. Et ça n'a jamais été par mérite. Il ne m'appartient pas de définir ce que je ferai demain. Je ferai demain ce que Dieu me permettra de faire. Et voilà, selon sa volonté.
C'est ma dernière question, Joseph Techer. Quel serait votre message à vos frères de la Réunion, à vos sœurs de la Réunion? L'amour. S'aimer, tout simplement. Mais s'aimer vraiment. Pas se le dire, mais le vivre dans les yeux, dans les gestes, dans la rencontre et dans le respect de l'autre.